Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 19 mai 2024 pour des élections libres et transparentes au Bénin en 2026. Il est indispensable de réviser une fois encore, dans une démarche inclusive, le code électoral. La conférence épiscopale du Bénin insiste sur sa recommandation formulée lors du colloque qu'elle a organisé au Palais des Congrès de Cotonou dans un communiqué sanctionnant les travaux de leur troisième session plénière ordinaire de l'année pastorale 2023-2024 tenue à Ouida. Les évêques du Bénin sont revenus sur cette question. Alors va-t-elle être prise en compte avant le rendez-vous de 2026? Pas évident, répondent certains observateurs. En tout cas, c'est l'un des sujets de décryptage avec mon invité média Josaphat Dabolino, éditeur à Pesa Tchèque. Également au menu, nous parlerons du projet mise à jour des compteurs à prépaiement de la norme STS 1 vers la norme STS 2. De quoi s'agit-il? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce projet aux clients de la SBEE? Le coordonnateur du projet nous le dira. Serge Ncha nous apportera des clarifications juste après le point de l'actualité. Notre artiste de la semaine nous vient d'Adjo Akemix, qui est un chanteur, compositeur et arrangeur de sons évolue dans un style tradi moderne. 4 albums à son actif. Son dernier chef-d'œuvre, c'est un feat réalisé avec Etodos le 13 avril 2024 sur le titre La Vigilance. Merci d'être au rendez-vous. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, visite des producteurs têtes couronnées et élus communaux à la GDIZ. C'est une initiative de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin en collaboration avec la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin, CIPI Bénin. On en parle dans un instant. On parlera également de l'Assemblée générale de l'Union des professionnels des médias pour la protection de l'enfance et du genre. Les travaux se sont déroulés ce samedi à la Maison des médias, c'est ici à Cotonou. Images et reportages assure également les temps forts de la célébration en différé de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'était vendredi dernier à Porto Novo, moment idéal pour saluer le travail des volontaires qui animent la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Le grand format, on démarre avec le point de l'actualité. Direction zone économique spéciale de Glodjigbe. Le site de transformation industrielle de l'économie nationale a reçu la visite d'une forte délégation. Vendredi dernier, il s'agit des producteurs des départements de l'Atlantique et de l'Atakora. La visite est initiée par la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Reportage. Ils ne veulent plus se faire compter l'histoire qui se déroule sous leurs yeux. Producteurs, têtes couronnées, leaders d'opinion venus des communes de Tofo, Toria, Lada, Tangueta, Nati, Tengu, Materi, Kobli, Tukuntuna et Penkor contemplent ici les performances qui se réalisent à la zone industrielle de Glodjigbe. La salle de représentation de la zone, le centre de formation de métiers de textile, Bénin organique, usine de transformation du coton ainsi que celle de transformation de cajou sont entre autres les sites que ces touristes circonstanciels ont eu à visiter. C'est une première. Au fait, c'est la première fois que nous visitons la GDIZ. Et quand nous sommes venus, ce que nous avons vu comme investissement ici, il faut quand même féliciter et tous ceux qui ont fait ce gros boulot, parce que c'est des choses, comme je disais tout à l'heure, c'est des choses que nous avons l'habitude de voir sur les chaînes de télévision par rapport à d'autres pays. Le mot me manque. C'est du waouh, c'est superbe. En fait, depuis avant cette journée, nous ne savions pas exactement ce qui se passait ici. On entendait parler, oui, il y a une usine qui est implantée à Glodjigbe, qui fait ci, qui fait ça. Le sentiment de quelqu'un qui est fier. Je suis fier de voir tout ça là. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Chaque fois nous passons devant, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, à travers cette visite, on a pu prendre contact, on a pu constater de nos propres yeux tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on nous raconte. Et puis, c'est bien, on est sidéré.
Faire connaître la zone, stimuler l'envie d'accroître davantage la production des matières premières primordiales pour la viabilité de la zone sont les principaux buts visés en pensant cette visite. Je vais encourager les producteurs de redoubler d'efforts. Que ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe chez nous. Quand je suis venue ici aujourd'hui, ça m'interpelle d'abord à sensibiliser les producteurs et productrices à ne pas brader leurs produits. Nous allons partager cela avec les producteurs et leur montrer le bien fondé du fait qu'il faille quand même faire vivre ce site. Et aussi leur faire comprendre que quand on parle de retombées, c'est pas en griffe comme le disent mes parents maternels, c'est pas du socharucha. C'est un truc sur la durée. La visite se poursuit jusqu'à fin mai 2024. En attendant, celle d'aujourd'hui a pris fin sur une note de satisfaction générale. Fin des travaux de la 3e session plénière ordinaire de l'année pastorale 2023-2024 des évêques du Bénin. Les travaux se sont déroulés au Grand Séminaire Saint-Gall de Ouida du 13 au 16 mai 2024. Au cours de cette session, plusieurs sujets d'ordre ecclésial, social et politique ont été abordés à l'issue des 3 jours de travaux. Le communiqué final a été rendu public au terme donc des discussions. Le jeudi 25 avril 2024, sous le parrainage de la Conférence épiscopale du Bénin, s'est tenu au Palais des Congrès de Cotonou un colloque organisé par l'Aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques. Face aux diverses interprétations suscitées par cette initiative de l'Église catholique, les évêques du Bénin rappellent que l'Église de tout temps et par son essence, a une mission prophétique d'éveil des consciences à laquelle elle se doit de rester fidèle. Au plan social, les évêques du Bénin saluent les efforts du gouvernement au profit des populations à travers les infrastructures routières, sanitaires, éducatives, pour ne citer que celles-ci. Cependant, force est de reconnaître la persistance d'un malaise social qui interpelle et appelle à de promptes et urgentes actions. Les évêques du Bénin comptent sur la détermination de nos dirigeants pour la prise de mesures et de dispositions salutaires, surtout en faveur des couches les plus vulnérables. Autre sujet à présent, signature de partenariat de convention entre le Centre national de sécurité routière et plusieurs structures de chercheurs universitaires. Il s'agit pour le CNSR de rendre plus fiables les statistiques des accidents et permettre par la même occasion de réfléchir sur les solutions idoines en vue de réduire le taux de mortalité et d'infirmité sur donc, les routes publiques. La cérémonie s'est déroulée à l'annexe du CNSR dans la commune d'Abomey-Calavi. Reportage. Le Centre national de sécurité routière passe à la vitesse supérieure en termes de recherche, de collecte et de traitement des données relatives aux accidents sur la route. C'est à travers un partenariat engagé avec plusieurs structures au terme des 2 jours de travaux consacrés à la validation des données de l'année 2022 en termes de statistiques d'accidents. Nous avions validé les données issues du décomptage des accidents de la voie publique de l'année 2022. Nous les avions analysés avec l'ensemble des gestionnaires de ces données, c'est-à-dire les universitaires, les hospitaliers, la police républicaine. Nous avions compris qu'il fallait renforcer le partenariat par la signature formelle des conventions. Et dans le cadre de ce partenariat, le CNSR tend la main aux chercheurs et aux universitaires. Il s'agit donc pour toutes les parties de réfléchir ensemble et d'échanger pour trouver des solutions aux maux qui minent la sécurité routière. Lorsque vous aviez les données de qualité, vous aviez une fiabilité, d'accord, des informations et les mesures qui s'y découleront et doivent être des mesures beaucoup plus efficaces. La même lecture est faite par les nouveaux partenaires du Centre national de sécurité routière. À tour de rôle, ils reconnaissent le bien fondé d'une synergie d'action
pour une meilleure politique de protection des personnes et des biens sur les routes publiques. Vous savez, de notre niveau, avec nos cinq sens, nous n'arrivons pas à bien apprécier les choses. Et la seule opportunité de comprendre l'univers, c'est d'avoir des données. Je félicite là-dessus le directeur, le centre, pour avoir compris que on a besoin de l'appui, de l'accompagnement des centres de recherche, des centres universitaires pour garantir des données probantes, des données de qualité. C'est dans cela que nous saluons également la dernière décision qui a été prise pour faire porter le casque aussi bien au conducteur qu'à celui qui a été remorqué. Nous sommes fiers du travail que nous faisons, même si tout le monde ne comprend pas ça comme ça. Et aujourd'hui, pour les policiers qui veulent s'orienter dans la recherche, il faut savoir que les données, tout ce que nous faisons sur le terrain, ça peut générer des données qui seront corrélées soit par l'IRSP, les neuro, le CNSR, savoir que ces données peuvent avoir des impacts sur tous ces aspects-là. Des données fiables pour permettre aux autorités de prendre les décisions idoines. Le pari est pris pour les prochaines années et la police républicaine se sent davantage confortée dans ses opérations de sécurité routière. La protection des droits de l'enfant reste un sujet majeur pour beaucoup d'acteurs dans le monde, dont le partenaire privilégié UNICEF pour œuvrer dans la même dynamique que cette organisation internationale des Nations Unies. L'Union des professionnels des médias pour la protection de l'enfance et du genre a été installée. C'était à la faveur d'une assemblée générale tenue samedi dernier à la Maison des médias. C'est ici à Cotonou. Reportage. C'est après étude, amendement et validation des textes fondamentaux que le réseau de l'Union des professionnels des médias pour la protection de l'enfance et du genre a vu le jour. Ils sont venus de toutes les contrées du Bénin pour prendre part à cette assemblée générale constitutive au cours de laquelle les membres du premier bureau du Creuset ont été élus. Cette liste est ainsi constituée. Président, Achille Fatondji. Vice-présidente, Maryse Assogbadjo. Secrétaire général, Antonin Hungbadji. Secrétaire adjoint et chargé de l'organisation, Nikaez Azomahou. Trésorière générale, Yadon Tencha. Responsable thématique enfance, Jessica Abraham Gauthier. Responsable thématique genre, Alilat Draman. C'est un bureau de 7 membres qui est élu pour conduire la destinée de l'association pour les 3 prochaines années. Il est accompagné de 6 commissions dont les thématiques sont bien définies. Nous ne sommes pas sans savoir que les familles aujourd'hui ont de sérieux problèmes. L'enfant et le jeune aujourd'hui a des préoccupations auxquelles lui-même ne trouve pas solution encore de façon adéquate. Et l'État, les organisations également se battent pour que ces préoccupations, ces enjeux liés aux enfants et aux jeunes puissent trouver des solutions. La création de cette union vient répondre à la question de la spécialisation qui préoccupe les acteurs des médias depuis des années. C'est une initiative soutenue par l'Union des professionnels des médias du Bénin et l'UNICEF. Je pense que nous avons beaucoup évolué dans notre profession et qu'il est aujourd'hui utile et très important de sortir du type de journaliste, monsieur, madame, je sais tout faire, pour être des journalistes spécialisés, experts dans des domaines précis. Il nous plaît de lancer un message fort à l'endroit de notre partenaire des premiers jours, l'UNICEF. Nous remercions sincèrement cette organisation qui, dès le départ, a vu juste d'accompagner l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB.
L'Union des professionnels des médias pour la protection de l'enfance et du genre a pour but d'œuvrer pour l'inclusion et l'égalité. Désormais, leurs actions seront officielles et plus impactantes pour le bien-être des différentes couches sociales. Je l'avais annoncé en début de cette session d'information, la Croix-Rouge béninoise a célébré en différé la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. C'était le vendredi 17 mai 2024. Cette commémoration a été l'occasion pour les acteurs du mouvement de marquer une pause pour saluer le travail des volontaires qui animent la Croix-Rouge et le Croissant Rouge. Les manifestations ont eu pour cadre le siège de la Croix-Rouge béninoise. C'est à Porto Nouveau. Reportage. Célébrée chaque année depuis 1947, la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est l'occasion pour les acteurs du mouvement de se rappeler du pionnier volontaire Henri Dunant, cofondateur de la Croix-Rouge, et de marquer une halte pour saluer le travail abattu par les volontaires auprès des populations vulnérables. Il est important de célébrer ceux qui donnent leur temps et parfois leur vie pour alléger la souffrance des autres et protéger leur dignité humaine inhérente. Nous devons œuvrer au respect et à la protection du travail de nos humanitaires. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui pour nous volontaires de la Croix-Rouge. Nos volontaires et nos employés sont des piliers de l'espoir. Chaque jour, ils font vivre l'humanité en apportant du réconfort aux personnes qui en ont désespérément besoin, en y payant parfois le plus élevé. En cette journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, nous rendons hommage à leur service et à leur bravoure, ainsi qu'à leur sacrifice. Les manifestations de cette édition 2024 de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge se sont déroulées autour du thème « Faire vivre notre humanité ». En ces temps d'incertitude et de crise grandissante, il est essentiel de rappeler l'importance de notre humanité commune. Nous devons nous efforcer de tendre la main à ceux qui souffrent, de protéger les plus vulnérables et de promouvoir la dignité humaine. Que notre humanité continue à guider chacune de nos actions, à inspirer l'espoir et à transformer des vies à travers le monde. Des pandémies et épidémies aux crises climatiques en passant par les conflits persistants, les besoins humanitaires sont plus pressants que jamais et notre engagement à agir en réponse à ces défis est encore plus crucial. Mesdames et messieurs, je voudrais une fois encore nous inviter tous à agir avec notre cœur en toute humanité. Et je voudrais terminer mes propos en demandant au gouvernement du Bénin et à l'Assemblée nationale de toujours continuer à appuyer la Croix-Rouge béninoise pour ce qui concerne les subventions de l'État pour accomplir notre noble tâche. Au-delà de la phase protocolaire, plusieurs autres activités ont meublé cette célébration, notamment un don de sang, des journées portes ouvertes pour faire découvrir la Croix-Rouge béninoise au public et des séances d'initiation aux premiers secours en cas de sinistre. Dans le reste de l'actualité à présent, l'ONG Migration, Diaspora et Développement a procédé jeudi dernier à la remise d'attestation de fin de formation à ses étudiants. C'était en présence de la représentante du préfet de la Donga et des représentants du maire de la commune de Djougou que les bénéficiaires ont reçu leur parchemin qui vient marquer la fin de leur séjour à la ferme intégrée appliquée d'apiculture, une ferme installée pour la fabrication du miel pur. Le reportage est signé Alassane Arona et Abdou Sabi Idrissou. C'est une cérémonie fort simple, consacrée à la remise du parchemin de fin de formation à ces hommes et femmes. Après avoir suivi une formation à la ferme intégrée appliquée d'apiculture de la Donga FIAD,
Les voici entrés en possession de leurs attestations décernées par l'ONG Migration, Diaspora et Développement, MDD. Grâce à la FIAD, le miel traficoté va disparaître, car seule une production à grande échelle luttera contre ce phénomène. Au cours de nos formations, plusieurs étapes ont été consacrées, notamment la phase théorique qui a consisté à montrer l'importance de l'abeille pour l'environnement et pour l'humanité tout entière. La phase de positionnement des ruchettes dans la brousse pour capturer les abeilles, la phase de récolte du miel, la phase de fabrication des supports et des ruches en béton. Aucune étape importante n'a été occultée au cours de cette formation donnée par Abdul Razak Bio. Occasion pour les personnalités à divers niveaux de louer l'initiative de l'ONG MDD, soutenue par l'honorable Abdul Malika Gomina. Cette initiative est vraiment louable parce que ça y va pour notre intérêt sur beaucoup de plans. Donc, il faut les remercier et surtout les prier d'autres acteurs qui ont ces genres d'initiatives et ces genres de moyens pour nous aider en tant que jeunes à trouver d'emploi. C'est le lieu de remercier notre cher honorable député à l'Assemblée nationale en la personne de Malik Seibou Gomina qui, malgré que cette activité n'est pas une activité politique, a accepté d'accompagner et de soutenir les jeunes de son département. Au président de l'Union de développement de la commune de Djougou, UDECODE Alafia, de tirer la sonnette d'alarme. C'est avec amertume que je dis ici que ceux qui ont été les chantres de miel frelaté, c'est en majorité les femmes. La femme a gâté et la femme doit venir relever le défi. Alors, chers femmes qui êtes ici, je vous en prie, montrez aux autres là, qui sont défaillantes, qui sont déjà dans le chaos, montrez-leur qu'on ne s'amuse pas avec quelque chose dont Dieu a parlé dans le Coran. Nous sommes venus relever le défi. Produisez-nous du bon miel. Désormais, pour tous vos besoins en miel de qualité, n'hésitez pas. La qualité est là. À vous tous qui nous avez honorés de votre présence à cette cérémonie, nous voudrions exprimer notre gratitude. Basé à Djougou, la FIAD est un centre de formation et de renforcement des capacités des jeunes en apiculture, créé en 2022. Ce dimanche, les chrétiens du monde célèbrent la fête de la Pentecôte. La célébration symbolise la descente du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après Pâques et 10 jours après Ascension. C'est une fête qui confère aux fidèles des grâces et bien de bénédictions. En dehors des catholiques, les évangélistes aussi commémorent l'événement. Quel sens revêt alors la fête chez ces derniers et quelles sont selon eux les conditions à remplir pour recevoir l'onction du Saint-Esprit? Les éléments de réponse sont dans ce reportage signé Imet Elena Moussou. La fête intervient chaque année 50 jours après Pâques et le 10e jour qui succède l'Ascension. Célébration chrétienne d'envergure, la Pentecôte symbolise la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, une promesse faite par le Christ lors de sa montée vers le Père. Outre les catholiques, les évangélistes aussi commémorent l'événement. La Pentecôte, c'est la commémoration ou la célébration de la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous. C'est le début de cet acte qui est la Pentecôte, qui est intervenu le 50e jour. Donc quand on dit Pentecôte, ça veut dire 50e jour après la Pâque. Pentecôte, c'est un jour de fête. C'est une rencontre que de tous les coins, de toutes les cultures, les gens se rassemblent en un seul lieu là pour fêter. Donc Dieu a choisi ce jour-là pour accomplir cette promesse qui existait depuis le temps de Joël, c'est-à-dire répandre sa puissance sur les apôtres. Et c'est ce jour qu'ils ont eu à parler d'autres langues. Jusqu'au point que ceux qui étaient là, certaines personnes ont su que ceux-là qui n'étaient pas de leur culture parlaient leur langue. Donc, ceci a montré une différence. Ceci a fait distinguer effectivement qu'il y a une puissance, une force qui les a saisis et qui a transformé leur vie. Donc, c'est à partir de là qu'on avait baptisé la manifestation de la puissance de l'Esprit Saint Pentecôte. Quand on parle de Pentecôte, c'est à partir de là qu'on a lié ça au Pentecôte. C'est-à-dire c'est le jour que le Saint-Esprit s'est manifesté
a répandu sa puissance sur les disciples de Christ. Moment de recueillement, mais aussi de confession de foi, la célébration offre aux fidèles l'occasion de se ressourcer et de recevoir l'onction. La descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte confère des privilèges et pour en bénéficier, selon les responsables de l'Église évangélique, il faut y être préparé. Nado singazan bemime do yesiseme wemido fie na wao edo na infimime edo fie nyina do ma wakwedo ayi amo fie na teme bemime zizan were nu emo aihamime o ina wa bona bi aihamime bona do singan gokonu aihamime no ne na do singazan bemime podo na do singan jira nwedagbi do podo azode yesiseme nona jroje ahwanvutonle vitonle eweyin nando singan do adogbibo bona jira nwedagbe yo. Jour de l'arrivée de l'Esprit Saint sur la terre, la Pentecôte marque également le début de l'évangélisation et la naissance de l'Église universelle. C'est l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le dernier sujet du point de l'actualité. On va évoluer avec la page invitée qui va s'ouvrir dans un court instant. Le coordonnateur du projet de mise à jour des compteurs STS nous rejoint dans quelques secondes. Mais avant, on va faire un tour à la régie pour voir nos partenaires. Célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux. Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison chap-chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Retour sur le plateau du grand format avec le tout premier invité qui vient de s'installer, M. Serge Ncha. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes le coordonnateur de projet de mise à jour des compteurs à prépaiement de la norme STS 1 vers la norme STS 2. Alors, présentez-nous brièvement ce projet. Merci. En effet, depuis quelques semaines, la SBE communique énormément sur un projet de mise à jour des compteurs à prépaiement. Les compteurs que nos clients appellent généralement les compteurs à carte. Et ici, nous parlons de compteurs prépaiement de normes STS. Pour ceux qui sont un peu habitués, lorsqu'on parle de normes, en réalité, il y a un organisme au niveau international qui gère donc cette norme. Et donc, la première chose que nous voulons dire et la première information à apporter à nos clients, c'est que cette mise à jour, en réalité, ne dépend pas de la SBE. Il s'agit en réalité d'une mise à jour qui impacte toutes les sociétés d'énergie au monde qui utilisent les compteurs à prépaiement de normes STS. Et donc, c'est une norme qui, après quelques années, a besoin d'être mise à jour. C'est pourquoi nous passons donc de la première édition pour aller vers la seconde édition. D'accord. Alors, pourquoi faut-il mettre à jour les compteurs ? Effectivement, je vais expliquer un point technique de la chose. Les clients qui utilisent les compteurs à carte, donc les compteurs à prépaiement, vont constater que généralement, lorsqu'ils achètent du crédit, nous leur donnons un code de 20 chiffres. Et donc, ce code ne va que sur un seul compteur et une seule fois. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que ces compteurs-là, en dehors de l'aspect matériel du compteur, il y a un logiciel à l'intérieur du compteur donc, qui permet en réalité de recevoir ces codes et donc de créditer ces compteurs. Donc, il s'agit donc de mettre à jour ce logiciel embarqué dans les compteurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que les chiffres ne peuvent aller qu'une seule fois sur un compteur, ça fait que cette norme a une durée de vie. Et donc ce qu'il faut préciser en deuxième point, c'est que au plus tard, à fin novembre 2024, il faudra impérativement que tous nos clients qui sont encore à la première édition, parce que certains clients déjà sont
au niveau de la deuxième édition. Et donc ceux qui sont encore au niveau de la première édition auront besoin de mettre à jour leur compteur pour continuer d'utiliser donc ces compteurs sur le terrain. Tout à fait. Le projet a déjà démarré sur le terrain. Comment ça se passe? Effectivement, depuis le 29 avril passé, nous avons commencé essentiellement dans le guichet de Ganri et à Bégamé. Et donc tous les clients sur le terrain, sur n'importe où sur le territoire national, dès qu'ils entrent dans ces guichets, dès qu'ils achètent donc le crédit, ils vont constater que le système, au lieu de leur générer un seul code, leur génère 3 codes. Et donc les 2 premiers codes que nous appelons les clés sont en réalité ces codes qui permettent en réalité de passer les compteurs de la première édition vers la deuxième édition. Et depuis la semaine passée, nous avons étendu donc sur tout Cotonou la vente de la remise de ces 3 codes donc via nos guichets. Et donc cela se passera essentiellement en 2 phases. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, la première phase a pris en compte le guichet de Ganri et actuellement tous les guichets de Cotonou. Et donc tout client de la SPE qui ira essentiellement dans nos guichets vont donc recevoir ces 2 codes qui vont leur permettre de mettre à jour leur compteur, plus le 3e code qui est leur code crédit. Et donc, il faudra impérativement, dès qu'ils reçoivent ces 3 codes, d'entrer les 2 premiers codes. Ils entrent le premier, ils valident. Ils entrent le second, ils valident avant d'entrer leur code crédit. Et pour la deuxième phase, nous allons étendre ça sur tous les territoires nationaux et aussi les GSM, tous ceux qui achètent à travers les opérateurs, la plateforme nationale e-service et autres. D'accord. Quels sont, on va dire, les avantages et en même temps les inconvénients de ce projet pour les clients de la SPE? Bon, comme vous le savez tous, on a l'habitude d'expliquer que ceux qui utilisent par exemple l'application WhatsApp, vous constatez que de temps en temps, la plupart des applications vous demandent de faire des mises à jour. Et vous vous rendez compte que généralement les mises à jour apportent seulement un plus. Ça n'enlève pas tout ce que vous avez comme avantage. Ça améliore simplement le fonctionnement de votre application. Et donc c'est pareil. Cette mise à jour vise essentiellement à augmenter la durée de vie de ces compteurs sur le terrain. Et donc au lieu qu'à fin novembre, vous ne soyez plus capable de charger votre compteur, les compteurs pourront donc fonctionner au-delà de novembre 2024 jusqu'en 2045. Quelle est la durée du projet, vous avez dit? En termes de durée, on va plutôt parler de date limite. Oui. Parce que j'ai parlé tantôt de novembre 2024. Oui. Et donc, nous allons demander à tous nos clients, ceux qui le veulent. Au-delà de novembre 2024, que va-t-il se passer? Après novembre 2024, en réalité, les clients devraient avoir, j'emploie bien mes mots, devraient avoir des difficultés pour recharger leur compte. Mais sur ce projet, nous avons adopté une stratégie qui nous permet en réalité de minimiser cet impact. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous avons ouvert uniquement dans les guichets de Cotonou. Mais bientôt, d'ici 2 à 3 semaines, lorsque nous allons ouvrir sur toute l'étendue du territoire et via les GSM, tous les premiers achats du client. Nous savons que la plupart des clients achètent tout au moins une fois par mois, voire 2 à 3 mois. Donc, tous les premiers achats du client, le système va leur générer automatiquement les 3 codes. Et donc, il leur faudra donc entrer les 2 codes de mise à jour et le 3e code crédit et leur compteur sera à jour. Bien entendu, cela va rester des clients. Nous savons qu'il y a des clients qui n'achètent pas tout le temps et qui prennent du temps pour venir acheter leur code. À ceux-là, nous leur demandons de faire un effort, soit d'acheter du crédit dans la période ou d'aller dans nos centres clientèle, n'importe lequel de nos centres clientèle, on pourra leur générer uniquement ces 2 codes et ils pourront mettre à jour leur compteur. Nous voulons également dire à certains de nos clients qui achètent souvent leur crédit et qui ne les gardent pas devant eux. On a des clients qui viennent, ils achètent 2, 3 tokens et ils gardent en espérant plus tard entrer ces codes-là dans leur compteur. Nous leur disons par contre de faire un effort d'entrer tous ces crédits achetés-là dans le compteur avant les codes de mise à jour. Si cela n'est pas fait, le compteur ne prendra pas après l'entrée des 2 codes de mise à jour. Donc il est impératif pour que ces clients
puissent bénéficier de cette mise à jour et ne pas avoir des soucis sur ces crédits non entrés dans le compteur, de les entrer dès à présent. D'accord. Voilà, on va finir un mot également, toujours à l'endroit des clients. Oui, nous voulons dire à notre clientèle de façon générale que la SBE est à leur écoute. Nous avons notre call center qui est présent, qui est accessible au 7302 pour toutes les questions éventuelles. Et donc, il leur suffit d'appeler. On pourra donc leur dire ce qu'il en est. De toute façon, il y a des communiqués, il y aura des messages radio qui passeront sur les réseaux sociaux partout pour leur indiquer la démarche à suivre et leur dire ce qu'il faudra faire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Serge Ncha. Vous êtes le coordonnateur du projet de mise à jour des compteurs à prépaiement de la norme STS1 vers la norme STS2. Vous l'avez largement expliqué sur ce plateau. Très bonne journée Merci à vous. Mesdames et messieurs, on va parler maintenant de ce soutien au chef de l'État. Il vient des membres de la Fondation Malairosso au sujet de la situation qui prévaut entre le Bénin et le Niger. Le président de la Fondation sera avec nous dans un instant. Mais avant, on va faire un tour sur la toile avec Florence Bossa. Voici Actu sur le net. Tout a commencé en fin de semaine dernière. Le président du Bénin, Patrice Talon, a interdit ses eaux aux navires pour l'embarquement du pétrole nigérien. Une décision qui a été prise en raison de la nature des relations entre les deux pays, frères et amis, et qui se caractérise par le refus prolongé de Niamey d'ouvrir ses frontières terrestres avec le Bénin. Et quelques jours après cette décision du président Talon, la réaction des autorités nigériennes ne s'est pas fait attendre. Le premier ministre du Niger, Ali Lamine Zein, a répondu au président béninois Patrice Talon au sujet du blocage du transport du pétrole nigérien via les eaux béninoises. Dans ses explications, le premier ministre affirme que le maintien de la frontière nigérienne fermée, en dépit de la levée des sanctions de la CEDEAO et même la réouverture des frontières du côté béninois, se justifie par des préoccupations liées à la sécurité du Niger. Ali Lamine Zein a déclaré que le Niger sera prêt à rouvrir sa frontière, je cite, « lorsque nous aurons la certitude que notre territoire est en sécurité ». Fin de citation. Cette actualité brûlante a fait réagir bon nombre d'internautes sur la toile. Plusieurs observateurs estiment qu'il faut trouver un interlocuteur valable pour jouer le rôle de bons offices entre les deux parties. Alors qu'il était de passage ce dimanche 12 mai sur la chaîne de télévision nationale ORTB, Malik Gomina, député à l'Assemblée nationale, a mis l'accent sur ce qu'il considère comme contre-vérité des déclarations du Premier ministre nigérien. Qu'on cesse de faire croire au Niger que le Bénin leur veut du mal. Nous ne leur voulons aucun mal. Il n'y a aucune base militaire française ou américaine chez nous pour les attaquer. Également, la première force politique béninoise, le parti UP Le Renouveau, rappelle à l'opinion qu'historiquement et stratégiquement, le Bénin est l'un des rares États de la sous-région à s'être abstenu d'héberger des bases militaires étrangères sur son territoire depuis son accession à la souveraineté internationale. Le Niger, connu pour abriter des bases militaires étrangères, n'a pas de leçon à donner au Bénin en cette matière. Les démocrates condamnent ce qu'ils appellent l'approche conflictuelle adoptée par le pouvoir de la rupture et invitent les deux pays à la table de négociation, celle du dialogue respectueux des intérêts de toutes les parties, notamment de l'aspiration fondamentale des peuples du Niger et du Bénin à la paix sans ingérence extérieure. À travers un communiqué en date du 14 mai 2024, le parti FCBE dirigé par Paul Nkpé a exhorté le gouvernement béninois à prioriser le dialogue et la voie diplomatique et les autorités nigériennes à plus d'ouverture pour un dénouement total de la crise pour le bonheur des deux peuples. Par ailleurs, le parti invite la Chine à jouer le rôle de médiatrice pour le rétablissement rapide des relations entre les deux pays frères. L'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, trouve que cette démarche peut briser les liens coopératifs et diplomatiques entre le Bénin et le Niger. Pour lui, le Bénin ne sortirait pas totalement gagnant de cette situation sans des pertes économiques significatives. Par ailleurs, l'ancien chef de l'État fait une suggestion, celle d'une intervention rapide du Forum des anciens chefs d'État africains. D'autres citoyens Facebookers ont également réagi sur cette actualité. Ils invitent majoritairement les pays à trouver un terrain d'entente.
Les dirigeants passent et passeront, mais les peuples demeureront toujours. Ne nous laissons pas prendre aux jeux brutaux de la politique politicienne africaine. La balkanisation de l'Afrique a été sans notre consentement, donc ne nous laissons pas entraîner dans ces choses inutiles. Ce que Talon a fait de mieux dans cette affaire est qu'il ramène le débat panafricain fondamentalement dans l'espace public et politique du Bénin, ce qui n'a pas été le cas depuis plus de 30 ans. Autre sujet qui n'est pas passé inaperçu sur la toile, c'est la marche de protestation contre la vie chère au Bénin. Les travailleurs représentés par la CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB et la COSI Bénin ont crié leur peine ce samedi 11 mai 2024 après 2 tentatives étouffées. La quête pour des conditions de vie dignes, la préservation des acquis sociaux et le rejet de l'overdose de réformes ont été les messages forts de cette mobilisation. Sur les bannières, flottaient des déshydratats tels que « non à la cherté de la vie »,« oui à des conditions de vie et de travail équitables pour tous »,« non à une gouvernance qui affame ». Cette expression pacifique de requête, à partir des préoccupations populaires, appelle une réponse humaine et sensible aux aspirations démocratiques d'un peuple longtemps resté trop passif et abandonné par plusieurs de ces organisations qui semblent enfin s'éveiller. Pour une certaine frange d'internautes, le contexte peut sembler opportuniste et une confusion peut naître entre la nature politique et syndicale des réclamations, mais il vaut mieux tard que jamais. C'est le cas de ces Facebookers. Si chaque gouvernement passe et on chante la même chanson, alors qu'est-ce qu'Anselme Moussou a fait pour faire changer la donne? Le plus utile serait de marcher afin de trouver des idées pour aider le développement. Pensez plutôt à des marches pour faire naître des projets. C'est aussi mieux que vous marchez pour que l'État vous soutienne pour accompagner vos efforts. Regarde ce qu'on a pris aujourd'hui. Ah, l'État augmente les prix des choses comme il veut. Même 2 plus 2 est devenu 7. La vie est vraiment chère. Laissez-moi les yeux arriver. Comme je l'ai annoncé il y a quelques minutes, les membres de la Fondation Malakhosso étaient face à la presse mercredi dernier. Ils se sont prononcés sur la situation qui prévaut entre le Bénin et le Niger. Quelle est donc leur position sur la question? Le président de la Fondation est avec nous sur ce plateau. El Hadj Yakou Malakhosso, bonjour. Bonjour, monsieur le Timax. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, pourquoi cette sortie médiatique mercredi dernier? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et je remercie tous ceux qui sont en train de nous suivre à ce moment pour vous dire que les imams alpha et les non-musulmans membres de la Fondation Malakhosso est là pour jouer la carte d'apaisement. Nous ne sommes pas là pour dire que telle ou telle raison, non. Ce n'est pas notre rôle. C'est de tout faire pour que les deux peuples
je parle du peuple béninois et nigérien, mange correctement parce que ça ne va pas de tous les deux côtés. Je ne peux pas dire que la fermeture des frontières de l'autre côté est un bonheur pour les deux peuples. Non, du tout. Et je demande aux dirigeants, aux deux dirigeants, de voir la souffrance de nos deux peuples. Nous, on est monté au chrono, ce n'est pas pour la première fois, depuis que le Niger a été sanctionné. Les membres de la fondation, nous avons fait beaucoup de choses. Justement, vous avez mené des démarches auprès donc, des autorités pour la normalisation donc, des relations entre le Bénin et le Niger. Est-ce que ces démarches ont changé quelque chose concrètement? Oui, nous pouvons dire que cela a changé quelque chose dans la mesure où notre président vient d'autoriser que le pétrole nigérien passe par ici. Sinon, avec la colère, le président a dit non, trop c'est trop. Mais nous avons dit qu'il ne faut pas suivre ce que les autres sont en train de faire. Parce que, par exemple, si le pétrole là qui veut passer par ici, si on n'a pas d'intérêt dedans, on peut quand même se taire. Mais nous avons intérêt dedans. Nous-mêmes, nous allons gagner quelque chose. Et c'est pourquoi nous remercions le chef de l'État. Alors pour vous, c'est une bonne décision. Notre cri de détresse, ça c'est vrai. C'est une bonne décision parce que même si les autres n'ont pas accepté d'ouvrir les frontières de l'autre côté, ça va arriver. Nous sommes sûrs et certains. Alors, que ça va vous arriver. avez échangé avec plusieurs membres du gouvernement. De quoi est-ce que vous avez parlé? Oui, et nous, en dehors de ça, la Fondation Malekhossou joue un rôle très important. Nous sommes en majorité les membres de l'Union islamique du Bénin. Mais ce que nous faisons, l'Union islamique du Bénin ne peut pas le faire. Jamais. Le président, le secrétaire, ils ne peuvent pas. Parce que des fois, nous rentrons dans la politique. Or, notre organisation est apolitique. Oui. Donc, ce que nous faisons au nom de la Fondation Malekhossou et non au nom de l'Union islamique du Bénin. Donc, nous, on a pris une décision de rencontrer les ministres du gouvernement. Parce que nous entendons beaucoup de choses. Et si tu ne se rapproches pas des responsables, tu vas mal parler et tu ne peux pas témoigner. Et nous remercions les ministres qui ont accepté de nous recevoir. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salima, et son homologue du collège des collèges, l'enseignement, ils nous ont reçus parce que nous avons appris qu'il a des adolescents de 12 ans, 13 ans qui sont donnés en mariage forcé dans le septentrion, surtout dans la Donga. Et c'est des élèves. C'est des élèves et nous nous sommes rapprochés d'eux. Ils disent effectivement que ça existe. Mais comment nous allons faire pour combattre cela? Ensemble, nous avons décidé de faire une tournée nationale, sensibiliser les parents d'élèves, les chefs d'arrondissement, les chefs de village, tous ceux-là. Nous allons rester ensemble pour une sensibilisation générale. Donc, ils nous ont donné l'occasion, ils ont dit, le moment venu, ils vont nous accompagner. Deuxièmement, nous avons rencontré le ministre de la Santé. Comme vous le savez, si il a un accident, et si tu as eu la chance d'être transporté à notre hôpital de référence, je parle de centre Hubert Koutoukou-Manga, et que si tu ne donnes pas de l'argent, tu vas mourir là. Aucun médecin ne peut pas t'examiner.
ni les aides-soignants. Il y a plusieurs cas que les gens n'ont pas de soutien. Parce qu'un Zemdian qui est tombé sur la voie, celui-là, il n'a rien dans sa poche. Mais s'il va là-bas, il est laissé pour compte. Et qu'est-ce que la Nous avons expliqué ça à M. le ministre Onkpati, qui a accepté vraiment que lui-même il est au courant. Mais que désormais, que cela ne peut plus se passer. Donc, ça fait déjà plus d'un mois et quelque chose a changé au niveau de l'hôpital. Des blessés maintenant sont examinés avant qu'on demande de l'argent. Donc, c'est les imams et Alpha, membres de la Fondation Avec Malraux. le ministre de l'Intérieur, de quoi il était question? Oui, avec le ministre de l'Intérieur, tu sais, nos policiers souffrent énormément. Ils souffrent parce que depuis l'avènement au pouvoir du président Talon, il a été interdit pour ceux-là de prendre de l'argent sur la voie publique, ce que faisait, tout le monde connaît. Mais leurs conditions de vie ne les arrangent pas. Il y a beaucoup d'entre eux qui nous ont vus que vraiment on souffre. Il n'y a pas de prime. Nos habits, on te donne 2 complets et c'est fini. Il n'y a rien. Si tu tombes malade, des fois tu es laissé pour compte. Le ministre a accepté de voir la situation avec son équipe. Mais il dit que quelque chose est en train de faire. Il y aura des primes pour ceux qui travaillent bien. Nous avons posé le problème de ceux qui sont allés à la retraite forcée. Plus de 300 agents en uniforme. Je parle des policiers, ils sont mis à la retraite. Nous, on n'est pas contents. Et on a voulu savoir les raisons pour lesquelles ils sont partis à la retraite. Pourquoi ne pas demander à rencontrer directement le chef de l'État pour partager justement ses préoccupations avec lui? Oui, tu sais, le chef de l'État, c'est quelqu'un, nous on connaît qu'il est tellement chargé. Mais comme ces ministres, même si on le voit, il va donner des instructions. Mais comme ces ministres ont accepté de nous recevoir, nous, on n'a pas l'habitude de le rencontrer comme les gens croyaient que non, la fondation rencontre le président Talon. Non, du tout. D'ailleurs, il ne nous a jamais rencontrés. Jamais, je le dis devant tout le monde. Donc, mais les ministres nous reçoivent, ça il faut le dire. Par exemple, le ministre de la Justice, il nous a reçus. Oui, parce que nous avons parcouru toutes les prisons civiles du Bénin pendant les carèmes. Avant de partir, nous lui avons posé le problème de nous donner des instructions à ce que les régisseurs acceptent de nous recevoir et discuter avec les prisonniers. Et je remercie le responsable le directeur du pénitentiaire, je crois, c'est ça qu'on dit. L'Alliance béninoise de... Oui, il a donné des instructions. Non, je ne parle pas de Yaya. Celui qui est chargé de gérer les prisons. Donc, il nous a reçus, il a donné des instructions. Et partout, les prisonniers sont libres de nous parler. Ils ont posé beaucoup de problèmes. Par exemple, si tu arrives à épuiser la moitié des peines, si c'est 3 ans, si tu fais 1 an et demi, automatiquement, on doit te faire sortir. Mais nous constatons que les gens sont oubliés. Ils sont oubliés et les prisonniers nous ont posé ce problème. Sauf que nous n'avons pas eu la chance d'être reçus par les prisonniers politiques. Je parle d'Aïvo et de... Parce qu'il faut un permis d'abord délivré par la criette. Ça, vraiment, c'est des protocoles. D'accord. Par rapport à la situation entre le Bénin et le Niger refuse justement donc d'ouvrir ses frontières avec le Bénin parce qu'il abriterait donc des bases militaires. Pourquoi vous pensez que ce sont des allégations mensongères? Oui, parce que on a eu la chance de parcourir tout à Takora et Donga. Je parle les imams de la Fondation Malraux. Nous avons fait 2 semaines. Et aucun endroit, nous n'avons pas vu des militaires français. À Kandi, nous avons le responsable
de notre fondation qui est là-bas, avec les imams, ils sont allés sur le terrain. Ils n'ont pas constaté l'effectivité des militaires français là-bas. Donc eux-mêmes, ils sont étonnés. Les militaires français là, ils sont où? Bien vrai, il y avait des instructeurs, mais ils sont déjà partis. Mais à l'heure où nous parlons, il n'y a aucun militaire français dans nos bases militaires. Par exemple, nous avons des bases militaires et les militaires béninois sont là. Ils ne sont pas même encadrés par les Français. Donc, je crois que le chef d'état-major est bien placé. D'accord. À l'étape actuelle donc, des relations entre le Bénin et le Niger, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que propose la Fondation Malherossoul? Bon, les gens parlent de médiation, tant mieux. Mais nous, ce que nous on a décidé, c'est de faire tout possible pour démontrer aux dirigeants nigériens que nous n'avons pas de bases militaires françaises chez nous. Et nous avons su la supervision de mon premier vice-président, Moutawakil. Il a dit même qu'il faut un comité mixte des deux côtés. Ils vont quitter là-bas et ils vont nous montrer là où ils ont vu les bases françaises. Je crois que c'est ça qu'il faut. Dire médiation, ça ne servira à rien. Il faut que nos frères là se déplacent. Parce que nos populations souffrent énormément. Je parle des transporteurs nigériens, transporteurs béninois, mais ils souffrent. Nous avons plus de 500 camions bloqués là-bas. Donc, pour nous, il faut vraiment faire travailler nos frères nigériens, les dirigeants, pour qu'ils arrivent à comprendre que nous n'avons pas des bases militaires françaises pour pouvoir bombarder leur pays. C'est ce qu'ils ont dit. Donc il faut vraiment leur expliquer ça. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous allons continuer à faire la lutte. D'accord. Merci beaucoup à vous, honorable El Hadji Yakubu Malherossoul, président de la Fondation Malherossoul. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, avant de passer au décryptage de l'actualité nationale, on va parler très rapidement du secteur de la boulangerie au Bénin avec ses acteurs toujours mobilisés pour défendre les intérêts de leur métier. C'est le président de l'ANAPEB Bénin qui vient nous donner quelques éléments d'appréciation juste après ceci. Célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux. Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison chap-chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Et nous sommes de retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre aventure. Pour ne rien rater de cette émission, vous avez la possibilité de nous suivre en direct sur le www.canal3television.com sur votre smartphone. Monsieur Anselme Aguémon, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de l'ANAPEP Bénin, Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie-pâtisserie du Bénin. Par ailleurs, secrétaire général adjoint de la Confédération ouest-africaine des boulangers. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, comment se porte le secteur de la boulangerie au Bénin aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. À l'entame, je dois d'abord remercier les autorités de Canal 3 pour avoir accepté nous recevoir sur cette chaîne. Comme j'ai l'habitude de le dire, le secteur de la boulangerie se porte très mal. Ah oui. Donc le secteur aujourd'hui est toujours en agonie. De quoi bon, le vrai problème que nous avons, c'est d'abord les problèmes de rentabilité. Parce que vous le savez bien, le secteur est bien cadré par un arrêté de 2008. 2008 à aujourd'hui, vous voyez les cas que nous avons, ça fait 16 ans. Et tous les produits, les intrants que nous utilisons depuis 2019 à aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes dans le coût. Donc, nous sommes confrontés toujours, comme je l'ai dit, à l'arrêté de 2008, puisque le pain de 125 que nous vendons, vous le voyez bien, c'est un pain de 160 grammes. Et du moment où tout ce que nous avons comme matière... Ce grammage est respecté par tous les... oui, c'est un autre problème. Je vais venir là parce que le grammage n'est pas respecté parce que dans l'évolution, vous savez, il y a des gens qui sont dans l'activité depuis des années, ils n'ont plus d'autres choses à faire et ils ne peuvent pas abandonner. Donc voilà, ils ont été obligés de diminuer le grammage. Mais là où on est aujourd'hui, nous avons diminué le grammage jusqu'à nous-mêmes, on n'en peut plus. Donc voilà un peu, le secteur, ça ne va pas. J'allais dire, ça ne va pas du point de vue étatique. L'État en est beaucoup le responsable. Donc voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Il y a quelques années, on a connu cette polémique sur la hausse du prix du pain, donc situation due aux facteurs endogènes et exogènes. Quelle est la situation aujourd'hui? Là, je m'en vais parce qu'il faut reconnaître si l'État a pu faire quelque chose. Quand nous avons crié ici, je crois rapidement, nous avons trouvé des mesures. Mais juste un bout de temps après, les mesures ont été levées. Et aujourd'hui, je crois que c'est à cause de l'accalmie que nous avons retrouvée au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, nous achetons jusqu'à hauteur de 23 000 à 24 000. Et pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils achètent jusqu'à hauteur de 25 000 le sac de 50 kilos. Alors, quel rapport justement votre association entretient-elle avec le gouvernement? Ah oui, vous devez avoir constaté que comme nous étions en assemblée générale le vendredi dernier, la ministre a dépêché la directrice du commerce intérieur, qui était avec nous. Et c'est déjà un signe qui montre déjà que les autorités, nous sommes en bonne collaboration. Donc, ce qui reste, c'est par rapport aux réformes du secteur du sous-secteur de la boulangerie. Donc, il faut qu'on aille rapidement sur les réformes pour que le prix puisse changer. Et quand on parle du changement de prix, beaucoup pensent que c'est sûrement pour gruger ou pour plus prendre de l'argent aux consommateurs. Mais non. Nous avons estimé que nous pouvons même ramener, en changeant l'arrêté de 2008, nous pouvons ramener le prix du pain même à 100 francs. Alors, ça va vous paraître bizarre, mais juste on aura à diminuer le poids du pain. Et là, je crois que le consommateur n'aura plus à débourser plus, mais peut-être il aura acheté plus de pain. Un peu léger. Un peu léger, mais le problème sera réglé parce que au niveau des acteurs actuellement, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup qui ont déjà fui le pays. Nous avons des références. Si les autorités le veulent, on va les donner. Nous avons beaucoup qui ont des convocations, je l'ai dit tout le temps. Pourquoi? Dans les commissariats, ils sont aujourd'hui dans des tribunaux. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont vendu le pain. Il faut qu'on en parle.
Hein, je ne suis pas venu pour dire... Et quand vous parlez de réforme, de quoi vous parlez? Les réformes toucheront beaucoup plus les brebis galeuses qui sont tapies dans nos rangs. Est-ce que cela revient à l'association d'Asseni, le secteur? L'association, nous, on est en train de faire ce que nous pouvons faire. Mais ce qui est du ressort de l'État, nous seuls, on ne peut pas aller changer l'arrêté de 2008. L'arrêté de 2008, c'est l'État qui peut changer ça. Et le changement de cet arrêté va beaucoup nous aider. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est beaucoup plus le problème de rentabilité qui est du ressort de l'État. Si nous n'arrivons pas à rentabiliser aujourd'hui l'activité, c'est à cause de l'État. Parce que l'État, si on nous laissait la main, chacun allait faire son pain et fixer le prix qu'il veut. Mais le secteur est aussi sensible que nous les comprenons. Mais on les comprend, mais il faut qu'on aille à l'essentiel, au concret, pour que les acteurs puissent arrêter de s'endetter. D'accord. Et l'ANAPEB Bénin a tenu son assemblée générale, vous l'avez dit, vendredi dernier. Dans quel contexte se situent ces assises? Bon, je crois que c'est statutaire. Ce n'est pas parce que nous sommes endettés qu'on est allé à l'AG. Nous sommes en train de respecter d'abord les textes de la République. Parce que quand vous êtes en association, vous avez l'obligation de rendre régulièrement le point à vos mandants. Donc je crois que c'est un rendez-vous statutaire. Nous avons fait le point des activités que nous avons menées depuis notre installation, depuis que j'ai pris les rênes de l'ANAPEB le 17 décembre 2022. Nous avons fait le point moral et nous avons fait aussi le point financier. Donc au vu de tout ce que nous avons fait, je crois on nous a encore relancé pour que nous puissions continuer. Parce que on a entamé l'identification des boulangeries. Et il faut avouer aussi que là, je m'en vais aussi dire que l'État a un petit souci là avec nous. Parce que vous imaginez que Cotonou déjà est saturé. Mais il y a encore des acteurs qui viennent faire l'installation encore de boulangeries. À Kpakpa aujourd'hui, vous venez là, vous allez voir, 2 ou 3 jours, je crois, les gens se sont encore installés. Et nous, alors que nous, on a demandé au niveau du ministère qu'on arrête de donner l'autorisation aux gens pour produire le pain. Parce que plus nous sommes nombreux, plus les problèmes s'agrandissent. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Et quelles sont les conclusions qui sont issues de cette Assemblée générale? Les conclusions, c'est que désormais, nous devons continuer, comme je l'ai dit, l'identification. Nous avons 2 intermédiaires qui travaillent avec nous, c'est-à-dire les livreurs et les bonnes dames. Nous avons déjà dans ce que nous, on a fait, nous avons fait des ateliers en hygiène et assainissement pour former les nôtres. Mais nous avons constaté que c'est vrai que quelque chose est en train de changer au niveau de nos unités. Ce n'est pas encore fini, nous devons continuer. Et les intermédiaires, c'est-à-dire les bonnes dames, les livreurs, nous n'avons rien fait à ce niveau-là. Donc désormais, nous devons aller à ce niveau pour que le système de transport de nos pains puisse changer. Et désormais, tous ceux qui doivent transporter le pain doivent être identifiés. Vous ne devez pas porter le pain sans qu'on ne sache de quelle boulangerie vous portez le pain. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. En dehors de ceci, nous devons négocier. Et à travers déjà votre canal, je peux déjà commencer par demander à toutes nos autorités, c'est-à-dire les maires, et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent abriter le siège de l'ANAPEB Bénin, ils peuvent déjà nous solliciter et on va voir dans quelle mesure on pourra accepter mettre le siège de l'ANAPEB Bénin dans une de nos communes du Bénin. Donc voilà un peu. Et justement, l'ANAPEB Bénin est une représentation nationale, on va dire, de la Confédération ouest-africaine des boulangers. Qu'est-ce que vous apportez comme contribution à cette instance? Bon, déjà, vous devez comprendre que je suis le SGA de cette instance-là. Tout ce que nous décidons là-bas, je crois, c'est la même chose. On vient les appliquer ici aussi. Parce que dans les autres contrées, nous avons exactement les mêmes problèmes. Mais par contre, quand on prend l'exemple du Sénégal, le pain de 160 grammes est à 175 là-bas. Est-ce que vous voyez? La Côte d'Ivoire, ils ont changé aussi le prix. Mais chez eux, ils ont eu beaucoup de subventions. Jusqu'à maintenant, ils ont les subventions. Donc, tout ce que nous retenons là-bas,
on vient les appliquer ici. Le rapport de notre AG du vendredi, par exemple, nous devons finir et leur donner aussi copie, comme on allait le faire aussi pour les ministères. Voilà. D'accord, on va finir avec votre mot à l'endroit des boulangers et même du gouvernement. Mes mots, j'allais dire mes mots de fin, c'est d'abord à l'endroit des consommateurs. Parce que nous avons constaté qu'il y a assez de brebis galeuses parmi nous. Malgré, tout à l'heure je l'ai dit, le coût auquel nous achetons tous les produits, il y en a parmi nous, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent pour fabriquer leur pain, et ils vandalisent la vente du pain. Vous allez retrouver des pains de 100 francs dans les ruelles. Je vous dirais de ne pas acheter ces pains-là, parce que nous doutons bien évidemment de la qualité de ces pains. Donc, par rapport à ça, je vais aussi demander aux consommateurs que nous sommes en train de travailler, de considérer l'ANAPEB Bénin comme leur association et que nous allons travailler pour qu'ils aient le bon pain. Bien évidemment, en collaboration avec l'État. À l'endroit de nos camarades, parce qu'il y en a qui sont très corrects, je leur dirai de ne pas s'en faire. Nous allons continuer la lutte pour le rayonnement de leur activité. Et enfin, à l'endroit du gouvernement, nous allons demander au président de la République de nous aider. Nous sommes là pour préparer le bon pain pour la population et ils ont aussi l'obligation de nous accompagner. Parce que dans les réformes, il y a beaucoup de choses que nous avons acceptées qui, en temps normal, doivent finir par nous aider à produire le bon pain. Donc, que le gouvernement nous aide surtout. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Anselme Aguemon, président de l'ANAPEB Bénin, Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie pâtisserie du Bénin. Par ailleurs, secrétaire général adjoint de la Confédération ouest africaine des boulangers. Bonne journée à vous. Merci. Une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est le moment de revenir sur les informations qui ont occupé les premières pages des journaux parus cette semaine. C'est dans la revue de presse hebdomadaire de Asiongmo Kani Asiongmo. Et juste après, il va s'installer pour le décryptage. Josaphat Dabolinon est éditeur à Pesachek. Pour vous qui ne le savez peut-être pas encore, c'est le premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Voici la revue Abdou. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de retrouver la revue de presse hebdomadaire. Le Bénin montre sa bonne foi au Niger en autorisant l'exportation provisoire du pétrole au niveau du pipeline de Semekpodji et dans sa parution du jeudi, la nation soulignait que faisant suite à une correspondance de la douane nigérienne, le Bénin vient d'autoriser le chargement du pétrole nigérien par un premier navire dans les eaux béninoises. Un nouveau développement qui présage d'une accalmie dans le différend entre le Niger et le Bénin, notamment en ce qui concerne l'accord pétrolier. Le dégel tant attendu s'exclamait Bénin intelligent pour lequel l'annonce a été faite le mercredi 15 mai à Cotonou par le ministre de l'Énergie et des Mines, Samouk Seydou Adambi. Il a co-animé un point presse avec Yuan Heimwen, directeur général de la China National Petroleum Corporation, partenaire du Bénin et du Niger dans le cadre de ce projet. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet, a rassuré le ministre Adambi, et pour montrer sa sincérité, Cotonou autorise le chargement du premier navire qui mouille dans ses eaux. L'autre vision d'expliquer que le Bénin a franchi le 15 mai 2024 une étape importante dans sa relation avec le Niger en autorisant le chargement du premier navire dans le cadre du projet Pipeline Export Niger-Bénin. Cette décision témoigne de la volonté des deux pays de promouvoir la coopération régionale. Observation du quotidien Le Challenge. Dans la fermeté, talon tend la main et reste ouvert au dialogue. Le Bénin vient de frapper un grand coup diplomatique dans le dossier du pétrole nigérien. En effet, la décision est salutaire et reconnue comme un effort de dégel. Des messages sont venus de toutes parts pour reconnaître et saluer cet effort de la partie béninoise. Et pour fraternité, le Bénin réaffirme sa souveraineté mais s'ouvre au dialogue. Le Bénin pose un pas de plus et démontre sa bonne foi dans la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Au lieu de répondre du tac au tac à l'interdiction
de l'enlèvement du fret nigérien pour les camions immatriculés au Bénin, le président Patrice Talon a opté pour la sagesse. Il a donné une leçon de maturité en posant un acte fort. Il s'agit de l'autorisation du chargement du premier navire qui mouille dans les eaux béninoises. Cette décision est prise à la surprise générale de tous, même de l'opinion. Les Nigériens s'attendraient à une réponse musclée de la part du président béninois au lendemain de cette décision des autorités de Niamey. Patrice Talon a plutôt montré sa bonne foi de reprendre le bon voisinage avec le Niger. Déjà, dans sa publication du lundi, le même journal rapportait les propos du député du bloc républicain Malik Seibou Gomina qui, tout en donnant sa raison au président béninois Patrice Talon, disait, vu la crainte de la junte au pouvoir à Niamey, qu'on cesse de faire croire au Niger que le Bénin leur veut du mal. Nous ne leur voulons aucun mal. Il n'y a aucune base militaire française ou américaine chez nous pour les attaquer. Que les autorités nigériennes cessent de prendre le Bénin pour un bouc émissaire. Selon le député du bloc républicain, cette décision est logique parce que ce sont les autorités nigériennes qui ont décidé de fermer leurs frontières afin d'empêcher le transport des marchandises, y compris le pétrole entre les deux pays. Ailleurs, informait la Nation le lundi 29 avril 2024, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a annoncé que le Bénin avait achevé son processus d'adhésion, devenant ainsi le premier pays d'Afrique subsaharienne à adhérer à la banque. En conséquence, conformément à la procédure de la banque, le ministre Romuald Wadagni a reçu le vendredi 10 mai 2024 à Londres le certificat d'adhésion du Bénin des mains de Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, un nouveau pas franchi dans l'ambition de révéler le Bénin. Mais avant tout, il s'agit là d'une initiative qui renforce l'économie béninoise car à travers la modification de ses statuts, la banque vise à libérer le potentiel. Dans la semaine, les journaux se sont penchés sur la marche pacifique des centrales et confédérations syndicales contre la cherté de la vie, à l'instar de la Nation qui soulignait que, fustigeant la dégradation des conditions de vie et de travail des travailleurs, les secrétaires généraux de 4 confédérations ont, dans une déclaration unanime de protestation contre la cherté de la vie, exigé du gouvernement la prise de mesures adéquates et à impact immédiat pour juguler la cherté excessive de la vie. L'ouverture sans délai de dialogue franc, sincère et producteur de résultats concrets en lien avec les revendications des travailleurs et les aspirations profondes du peuple. L'organisation sans délai d'une conférence sur la gouvernance sociale et les mécanismes de dialogue social adaptés aux défis d'un mieux-être partagé au Bénin. La libération des 21 détenus suite à leur marche du 1er mai et la réintégration des 20 dockers radiés le 9 mai 2017 pour fait de grève. Fraternité plongeait dans la chronologie de la marche pour rapporter que les travailleurs réunis au sein de la CSA Bénin, de la CGTB, de l'UNSTB, de la COSI Bénin, de la CESUB et de la CSPIB avec une large adhésion du peuple sur toute l'étendue du territoire national ont décidé de crier leur ras-le-bol le samedi 11 mai 2024 à travers cette marche pacifique de protestation contre la vie chère, la remise en cause des acquis sociaux, la non-gouvernance et l'overdose de réformes aux effets mitigés sur la qualité de vie du laborieux et intrépide peuple béninois dont les gouvernants ont la charge depuis plus de 8 ans, font savoir les secrétaires généraux, chose réussie pour la tenue effective de la marche. La même dynamique se poursuit. Des mobilisations pour d'autres marches seront faites pour les fois à venir. On laisse entendre les responsables. En sport, le confrère de la matinée faisait mercredi le constat de l'unanimité faite autour du nouveau management en cours et porté par Benoît Dato, le ministre des Sports. Les actes parlent en son nom. En quelques mois seulement, le tout nouveau ministre a redonné vie aux nombreux projets laissés par son prédécesseur. Un grand renouveau du sport à tous les niveaux. Depuis le 11 octobre 2023, où il a pris fonction, le ministre Benoît Dato est constamment dans l'action, présent sur tous les fronts. Il laisse des empreintes indélébiles avec une particularité, sans tambour ni trompette.
tout va comme sur des roulettes. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. Revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kani Asiongbo et retour sur le plateau du grand format pour le décryptage. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour Idriss Boukari, bonjour chers téléspectateurs. Éditeur à Pesachek, premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Alors qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous? Non, l'actualité c'est bien sûr la désinformation par rapport à ces pays, à ces quelques pays en Afrique, la RDC, surtout avec le député Vital Kamerhe qui connaît depuis quelques semaines déjà beaucoup de désinformations, des vidéos manipulées, des images manipulées avec le président du Rwanda et tout ce qui va. La désinformation également, c'est par rapport au Bénin, l'ouverture de la frontière ou non, Bénin-Niger, côté Niger. Également des faits au niveau du Mali, en tout cas le Grand Sahel, au total, l'Alliance pour les États du Sahel, où on parle des frappes, où on parle des accords avec les terroristes et tout le reste. Donc il faut démystifier tout ça. En gros, c'est l'actualité au niveau bien sûr de la sous-région par rapport à la désinformation. Et tout ça là, ce sont des désinformations parce que l'information est manipulée d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être des images qui sont manipulées, c'est des vidéos qui sont sorties de leur contexte ou c'est des affirmations qui sont sans fondement. L'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Non, mais même sans intelligence, on arrive à faire le travail. Mais aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, c'est encore plus compliqué. Mais heureusement, à côté de ces outils qui fabriquent ces fausses images et ces fausses vidéos, il y a également les mêmes outils d'intelligence artificielle qui permettent tout au moins de les débusquer, de les déconstruire. Et c'est le travail permanent que nous faisons. Et c'est d'ailleurs pour ça que Code for Africa, dans ses programmes, essaie toujours de former des cohortes. Et actuellement, il y a pas mal de cohortes qui travaillent, qui sont en formation au sein de l'entreprise pour permettre à détecter déjà les fausses informations. Parce que notre grand souci, c'est quand même de limiter ou de stopper complètement les fausses nouvelles, mais ce qui est impossible quand même. Mais on y travaille. D'accord, on va revenir sur les sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. On va commencer par cette session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin à Ouidah. Les évêques sont revenus une fois encore sur la nécessité de réviser dans une démarche inclusive le code électoral, comme ils l'ont demandé d'ailleurs donc, lors de leur colloque au Palais des Congrès de Cotonou. Comment appréciez-vous cette posture de l'Église catholique sur cette question politique? C'est une posture qui n'étonne pas, étant donné que c'est l'Église catholique, étant donné que l'Église catholique à travers le monde, ce n'est pas seulement au Bénin, dans tout le monde entier, essaie quand même d'avoir cette influence sur les décisions politiques. Et nous en avons connu ici au Bénin en 90 ou 89 à 90, où on s'est trouvé dans cette crise. On a vu le rôle crucial qu'avait joué en son temps l'Église catholique, le clergé béninois. On a vu également dans beaucoup d'autres crises après, en 2001, en 2006, quand on doit changer de régime, en 2011, quand il y avait eu ce chaos avec Touré, on a vu quand même les déclarations à la posture du clergé béninois. On a vu également que ça n'a pas changé, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que si le clergé béninois essaie encore d'attirer l'attention des gens, des politiques sur des faits qu'ils jugent qu'on pourrait retoucher, je crois qu'il est bon de les entendre. La posture, c'est quoi? Ils sont revenus là-dessus. C'est comme une confirmation ou une insistance sur un fait donné, parce qu'au moment de leur colloque, ils avaient fait la demande, mais ils ont peut-être l'impression, je dis peut-être parce que les recommandations ont été versées à qui de droit, donc ils ont peut-être l'impression que leurs cris, leurs réflexions ne sont pas encore prises en compte ou ne sont pas sur la voie d'être prises en compte. Donc pour ça, il faut insister sur le fait que nous, ce que nous avons dit, nous maintenons la position. Parce que vous vous rappelez, après leur colloque, il y a eu quand même pas mal de communication, de contre-communication, d'autres qui doivent flécher le clergé, d'autres qui doivent soutenir. Donc il y a une communication autour. Et également à ce niveau, je tiens à rappeler qu'il y avait pas mal de désinformation et que Pesachek l'avait fait en son temps, démystifier quelques-unes. Donc aujourd'hui, ils insistent sur le fait que oui, nous avons vu
quelque chose dans ce que vous avez pu produire en tant que politique et nous attirons votre attention parce que ça ne pourra pas porter en l'état. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des gens qui attirent l'attention des politiques ou des responsables, des dirigeants actuellement, mais il s'est fait que ce sont ceux-là qui sont qu'on appelle les outsiders, qui ne voient que ça. Maintenant, ceux-là qui sont à l'intérieur estiment que c'est ce qui est bien pour le peuple, c'est ce qui est bien parce que ça a été révisé, c'est la modernité, il faut retoucher, il faut aller, il faut quitter la routine. Oui, d'accord, mais en tant qu'observateur, Idriss Boukari, quand on voit déjà le processus, déjà depuis 2019, où on a retouché le code électoral, vous avez vu, depuis ce temps, on n'a pas eu une élection qui ressemble véritablement aux Béninois. En tout cas, ce que nous avions l'habitude d'avoir dans le pays. Donc, ce qui veut dire que le code qui a été retouché, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que des frustrations au sein de l'opinion publique, si ce n'est que des frustrations au sein de la classe politique, de l'exclusion et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, le texte voté en l'état pourrait encore être plus exclusif que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Donc, le clergé essaie d'attirer l'attention tant des Béninois que des politiques pour dire, oui, ce qui vient là, ce n'est pas toujours ce que nous aurions souhaité parce que ça ne pourrait pas garantir la cohésion. Finalement, qui va écouter le clergé? Qui va écouter, ce sont les politiques. Les politiques sont déjà suffisamment engagés. Oui, mais quand on dit politique, quand on dit politique, parce que quand on dit politique, on va penser peut-être au chef de l'État. Oui, chef de l'État, c'est le président de la République, mais également au niveau des députés, parce que c'est une loi qui a été votée. C'est un texte de loi qui a été voté. Donc, le député pourrait prendre la mesure pour dire, oui, on peut initier une proposition de loi pour le faire. Ou le gouvernement, de sa bonne foi, pourrait dire, oui, on va initier un projet de loi pour rectifier ce qui est là. Ou même le chef de l'État pourrait à nouveau demander peut-être, je ne sais pas si c'est encore possible étant donné que c'est déjà promulgué, une deuxième lecture de cette loi-là. Mais de toutes les façons, je crois que si on s'assoit et on voit les mécanismes, on voit les contours, on va trouver forcément le mécanisme nécessaire pour qu'on puisse accorder les violons pour dire, oui, effectivement, le texte que nous retenons désormais, ça ressemble véritablement à un Béninois et on peut aller aux élections avec sans heurts, sans division et sans discrimination et surtout sans exclusion. D'accord, on va revenir sur cette actualité également. Dans un premier temps, on parle de l'embargo sur le pétrole donc, du Niger et après, on parle de la levée de l'embargo. On donne le feu vert donc, au chargement donc, du pétrole du Niger à partir de ces mains. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient, Josaphat? Non, mais on retient que le pétrole nigérien pourrait désormais couler dans les tuyaux pour atterrir maintenant au niveau du port et être embarqué pour la Chine, pour sa transformation finale. Oui, on retient effectivement que le Bénin a pris une décision à un moment donné et a justifié, a motivé d'ailleurs sa décision. Moi, j'ai écouté le président de la République s'expliquer devant les médias. Et bon, heureusement que pour la première fois, en tout cas depuis un certain temps, il a décidé de s'expliquer devant les médias locaux pour apporter une clarification. Oui, il a dit qu'effectivement, c'est parce que le Niger n'arrive pas à ouvrir la main pour qu'on puisse entrer et sortir et que les négociations doivent être de façon formelle et non de façon informelle comme on le sent. Le Bénin a montré sa volonté d'ouvrir les frontières et ça a été fait. Le Niger n'a toujours pas ouvert sa frontière. Donc, dans ce cas, il faudrait trouver d'autres alternatives. Il faudrait prendre les mesures nécessaires et que c'était une mesure de pression. Bon, est-ce que c'était une bonne décision? Ça reste à l'appréciation de chaque Béninois. Mais ce que je retiens fondamentalement, c'est que le chef de l'État, à un moment donné, a constaté que, oui, il fallait mettre la pression autrement. Mais est-ce que cette pression a payé? Donc, on parle de rétropédalage. Est-ce que c'est le cas? Non, mais si on considère déjà le fait d'autoriser temporairement... Il y a des conditions d'ouverture... ou bien d'autorisation. Oui, mais ce n'était pas aussi strict, Boukari. C'était pas aussi strict, mais au moins quand on prend une décision et on revient sur cette décision, ce qui veut dire qu'il y a de rétropédalage. Mais dans le fond, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Et écoutez, moi,
quand je faisais des recherches, je constate que la société Orano est toujours au Niger, en train d'exploiter l'uranium du Niger, et que c'est une société française. Bon, malgré la brouille diplomatique et tout, militaire qui se trouve entre le Niger et la France, il n'y a que des sociétés françaises qui sont toujours sur le terrain avec le monopole quand même d'exploiter leurs richesses de sous-sol. En tout cas, jusqu'à l'heure où nous parlons. Ce qui veut dire que même les tensions n'empêchent pas les relations commerciales. Quand vous prenez par exemple les États-Unis et l'Israël, aujourd'hui ils ne sont quand même pas d'accord avec ce qui se passe en Palestine. Mais n'empêche qu'on développe toujours les relations commerciales. La France toujours entretient des relations avec la Russie parce qu'il faut faire passer le gaz. Même l'Ukraine qui est en guerre avec la Russie essaie toujours de laisser le gaz passer pour servir les gens. Donc c'est des relations commerciales, on doit privilégier au-delà de ce que nous avons un différend que nous devons régler. Donc, on aurait peut-être aimé que, malgré la tension, que le chef de l'État puisse dire oui, faire circuler le pétrole, parce qu'un accord reste toujours un accord. La décision de fermer la frontière, ce n'était pas un accord, c'était une décision unilatérale, bien sûr, venue après la sanction de la CEDEAO. Donc, du coup, c'est deux choses différentes. On aurait quand même aimé que le chef de l'État dise oui, qui continuait, mais dans la forme, il y a des irrégularités. Il y a des irrégularités, oui, mais je crois que diplomatiquement, le chef de l'État et tous ses collaborateurs ont la technique qu'il faut pour quand même le faire, étant donné que c'est un accord commercial. Du blocage, donc du chargement, nous avons suivi le Premier ministre nigérien qui disait qu'il revient aux Chinois de régler le problème avec les Béninois. Ça a été le cas? Oui, finalement, on a vu que c'était avec l'ambassadeur chinois au Bénin, donc du coup, c'est aux Chinois de lever. Mais le problème, c'est qu'il y a des milliards qui sont en jeu, plus de 4 milliards qui sont en jeu. 4 milliards que le Niger a contracté pour ce pipeline, pour ce projet. Donc, ils ont déjà pris une partie. Il faut rentabiliser, et quand le pétrole ne coule pas, ça doit couler par le Bénin, en tout cas en l'état. Quand ça ne coule pas, c'est des manques à gagner également. C'est vrai que ils ont dit le Bénin va aller négocier avec la Chine. Mais si le Bénin était resté ferme sur sa décision, Boukari, mais eux aussi, c'est des manques à gagner. Tant pour la société chinoise que pour... Parce que quand ça ne coule pas, il ne faut pas avoir la seconde partie du financement du projet. Et c'est de lourds investissements que la Chine a fait pour ce projet-là. De toute façon, on avait tout ça gagné, que ce soit le Bénin, le Niger, la Chine, on avait tout ça gagné. Rétropédalage, oui, mais je crois que diplomatiquement, ça a déjà fait. Il faut baisser la tension, il faut montrer qu'effectivement, oui, on a quelque chose à faire. Au moins, ça a suscité le débat. Quand ça a été fait, on a vu le débat que ça a suscité. Le citoyen, en tout cas béninois, a compris certaines choses, a eu certaines informations par rapport à ce sujet-là. Par exemple, on s'est dit à la manière où il devrait lancer le projet ici à ses mains, on a vu quand même qu'il y a des irrégularités dans ça. Donc, c'est des choses qu'on devrait quand même souligner qui n'étaient pas connues du grand public. Mais au moins, le sujet, ce débat a permis de révéler certaines choses. Et on déploie véritablement ça. Mais de toute façon, on est heureux que ça soit une autorisation, même si c'est temporaire, que ça soit une autorisation. Vivement qu'on trouve les accords nécessaires, qu'on trouve la stratégie diplomatique nécessaire pour que les relations entre Cotonou et Niamey soient normalisées. D'accord. Et puis, cette opération de répression des infractions liées au non-respect du code de la route qui continue de susciter la polémique alors que la deuxième phase se prépare avec la réduction des frais de contravention. C'est le gouvernement qui est allé répondre aux questions des députés à l'Assemblée nationale. Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours qui dit le pays est dû parce que l'argent ne circule pas. Peut-être que le gouvernement a pris conscience de cette phrase et a dit bon ok, on diminue un peu les frais de contravention. Non, pour parler sérieux, je crois que il y a quelque chose qu'il faut régler. Et je suis persuadé qu'actuellement, ou depuis un certain temps, que ce soit au niveau de la direction générale de la police républicaine, que ce soit au niveau étatique, il y a quelque chose qui se fait pour régler, normaliser, éviter ces errances et ces déviances. Parce que la seconde phase que vous avez annoncée, ils annoncent ça depuis. Ils ont dit on devrait commencer fin avril, ça n'a pas pu démarrer. On devrait commencer début mai, ça n'a pas pu commencer. Aujourd'hui, vous voyez la date aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre les petits plats dans les grands pour dire, si on reprend, oui, effectivement, on va éviter ceci, éviter.
parce que on avait tous souhaité, il faut véritablement, en griffe, rediscipliner les agents qui sont sur le terrain. Ils font un travail formidable, mais à un moment donné, il y a certains éléments qui parfois posent des actes qui discréditent ou qui salissent l'ensemble des œuvres que la police est en train de réaliser. Je crois que c'est ce travail qui est fait. Mais aller répondre devant les députés, je crois que c'est dans la norme des choses, parce que les députés, c'est également pour contrôler l'action du gouvernement, et c'est ce qui a été fait. J'ai écouté les quelques réponses, j'ai écouté les pics qu'on s'est lancés. Le clash entre le député Gounou et le directeur général de la police. police. Oui, tout à fait. Mais je déploie un peu ça, que ça soit retransmis en direct et tout ça. Mais ça fait partie de l'animation de la vie politique et de la vie publique également. Donc, on a assisté à tout ça. Mais je reste persuadé qu'il y a quelque chose qui se fait pour que, à l'avenir, même si on doit lancer des opérations du genre, qu'on en arrive à ces dérives, à ces déviances qu'on a observées. Et également, le citoyen béninois aujourd'hui beaucoup plus averti. Le citoyen béninois est beaucoup plus averti aujourd'hui. Quand on parle de répression, le Béninois est de plus en plus discipliné. Peut-être que la violence avec laquelle on a mené la première phase de cette opération a permis à ces gens de dire oui, il faudrait faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ça. Avec cette peur du policier, aujourd'hui, il y a quand même de la discipline au sein de l'opinion publique. Vivement que ça continue, que ça ne soit pas relâché, mais je reste persuadé, comme je l'ai dit à l'instant, qu'il y a quelque chose, même si on doit lancer la seconde phase, ce ne sera pas comme la première. D'accord, on va dire très rapidement un mot sur ce face-à-face entre le gouvernement et ses partenaires sociaux le 23 mai prochain, après la répression, par 2 reprises, donc de la répression des marches, les arrestations. Également, le gouvernement va faire face à ses partenaires sociaux jeudi prochain. Que peut-on attendre de cette rencontre? On va attendre un retour du dialogue. Chacun va s'expliquer. Ils auront l'occasion de dire face à face que le pays va mal. Parce que c'est ça qu'ils veulent dénoncer en fait. Moi, je suis heureux, j'ai hâte même de voir les conclusions de cette rencontre, parce qu'il y a longtemps, moi, j'ai suivi les secrétaires généraux par rapport à la question où ils ont estimé, ou du moins ils ont affirmé que le dialogue a été rompu, que la commission qui est mise en place, cette commission ne fonctionne pas normalement. Donc, du coup, la chaîne a été brisée et ça crée de frustration. Alors qu'en fait, que ces chaînes devraient être maintenues pour qu'eux, ils puissent porter la revendication de ces travailleurs, pour que les décisions idoines soient prises au niveau des dirigeants. Mais malheureusement, cette chaîne a été brisée. Je suis heureux aujourd'hui qu'on ait annoncé. Mais pourquoi avoir attendu autant avant de véritablement convoquer les responsables à la table de négociation? Le 1er mai, pour la première fois depuis un certain temps. Le 27 avril, puis le 1er mai. Le 1er mai. Il y a des gens qui sont en détention tout à fait. La marche. Non, mais ils sont condamnés en sursis. Donc, du coup, ça a évolué à un moment donné. Mais moi, je déplore le fait que pour la première fois depuis un certain temps, ils n'ont pas pu donner le cahier de doléances. Peut-être que le jeudi prochain, ils vont le faire. Mais je ne crois pas que ça soit à l'ordre du jour. L'essentiel, c'est d'écouter les gens. Écouter, comprendre et agir. Parce que ne pas écouter crée des frustrations. Et de frustration en frustration, ça crée des mécontentements et ça, on ne peut jamais imaginer comment ça peut dégénérer après. Donc, moi, j'ai hâte de retrouver ce face-à-face et de voir également les conclusions, parce que nous attendons tous. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'au moins, ils auront l'occasion de dire en face aux dirigeants, face aux ministres, face même au chef de l'État, si c'est le cas, que le tonneau de maïs, désormais, c'est à 400 ou 450 par endroit. Parce qu'ils ont milité pour le richesse, et que par exemple le pain, on nous a dit tout à l'heure qu'il faut se méfier du pain qui est moins cher. Josaphat Da Bolino, éditeur à Pusatchek, premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Merci beaucoup pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. Tout à fait, avec beaucoup de plaisir. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine, et c'est le dernier rendez-vous du grand format pour le compte de ce dimanche. Atokun kana iri ropa mefio iwe no je mi ton pe manu mi sobo to azona pe nana pe to ni pe to bonu khofo njoro kana meno ai khani no te
Akemix on the beat. Je m'appelle Jado Aziza Akemix. Fotu dako orisha akpano. Ntia bodo akwete na lume. Ena mono tira zantelele. Yemanja bizi komende nongwe. Wa mono manta iko na le sonson. Ntia bodo akwete na lume. Ena mono tira zantelele. Yemanja kwala komende tomblokwe. Wa mono manta iko na le sonson. Masapa bada akwete balule. Ena mono tira zantelele. Yemanja kwe fata dokwe. Wa mono manta iko na le sonson. Adokun bi cuisance si aveto. Ena mono tira zantelele. Bloblo de men sataniton. Wa mono manta iko na le sonson. Nous bêtons ya tiro pire. Font peu de nos temps si nous mettons main là. Nous bi wigolo. Na soit vouton nous bena non couvert. Aïe rompe même mi wa fia. Ya didi tant que vidéo. Benana le son na gbewe kwa na sabo na doren wedena. Mi ponto si code le ou. Mi na tinu adu kefi. Bona wa do si je savais. Aux ambiele, la valeur n'attend pas le nombre des années. À quoi il m'a oublié? Dis-nous, nous c'est beau, mais doé, dans tant quoi dans le véhicule. Voilà quoi dans nos dialogues, mais au titre de Tchapé, d'autres boca fondo. Akemix, c'est notre artiste de la semaine qui est avec nous ce dimanche sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Comment vous vous portez? Je vais super bien. D'accord. Julie Kael Nouati, à l'état civil Akemix, votre nom d'artiste. Quelle est l'histoire de ce nom d'artiste? Akemix, ça vient, c'est la combinaison du nom de mon papa et de mon propre nom endogène. Mon prénom endogène, c'est Akonasu. Papa, c'est Oké Asiba. Donc, j'ai pris le A de papa que j'ai ajouté à Ake, ça fait Ake. Le Miss, c'est mon nom, je suis un arrangeur producteur de son. Miss, bon. Quand le Miss est faussé, le son est plus beau. Donc, c'est tout à fait ça. C'est formidable. Alors, votre histoire avec la musique a commencé au collège pendant les journées culturelles. Vous étiez des vedettes donc en son temps à l'école. Quels sont les morceaux que vous étiez appelés à interpréter dans le temps, j'interprétais Riscool et DJ Arafat. Je dansais DJ Arafat, j'interprétais Riscool. En plus, oui. Voilà. Donc c'était un peu ça. J'ai téléchargé les beats. En ce temps, Tubidi était le vrai site pour pouvoir télécharger de bonne musique. Je téléchargeais les beats, les instrumentales sur Tubidi. Je l'entraînais, je m'amusais avec, voilà. Vous étiez aussi chorégraphe en son temps? Oui. Je dansais les morceaux de DJ Arafat, voilà. Avec la génération d'entre-temps, le Tech Chaba, voilà. Ils sont nombreux. Et comment vous avez appris à danser? C'était un groupe, voilà. C'était un groupe. D'accord. Alors, à l'époque, on va dire, d'où vous venait cette passion de chanter, de danser? Papa est guérisseur traditionnel, il est Bokono, voilà. Papa est Bokono, donc les cérémonies de Fa et autres, là, papa chantait. Papa aussi était un artiste à l'époque, mais la technologie n'était pas trop évoluée, voilà. Donc les choses n'ont pas évolué en leur faveur, quoi. Papa, quand ils font la cérémonie de Fa, moi j'entendais, j'écoutais les morceaux que papa fredonnait ensemble. Et maintenant, quand je finis, je faisais la veille à 1h, 2h du matin, moi je me couche. À 4h, 6h du matin, bon, je suis seul maintenant, je commence à composer. J'écris un à un. Bon, je fais la sélection, j'enlève ce qui ne va pas. Voilà, et j'essaie d'arranger à ma manière. J'avais la difficulté d'aller au studio, mais je gardais les textes sur moi, sur mon téléphone. Voilà. Mais quand les choses ont évolué, j'ai aussi mon studio. Allez. Depuis 2015, hein? 2015-2016, oui. D'accord. Comme beaucoup d'artistes, donc vos premiers pas en musique, ça a été difficile. Voilà. Quel genre de difficultés auxquelles vous étiez confrontés en ce temps? La difficulté, souvent les difficultés financières, parce qu'il y a le manque de sponsoring. Et aussi, je suis en autoproduction. L'autoproduction, aujourd'hui au Bénin, c'est pas facile. C'est pas ce qu'on dit. Donc, je me produis moi-même, j'essaie de faire la promotion. Bon, les parrains, les marraines sont là, ils font de leur mieux. Mais ça reste encore, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Tout à fait. On va dire grâce donc à cette légende de la musique béninoise, Anis Pépé. Donc vous avez réussi quand même à vous en sortir plus ou moins. Anis Pépé qui était également sur ce plateau il y a quelques mois. Qu'a-t-il fait pour vous? Anis Pépé, c'est mon idole et tous mes hommages. D'abord, Anis Pépé, il a été mon papa spirituellement, mon papa artistique depuis le commencement de cette carrière musicale.
le dimanche 3 janvier 2016, à la Maison des Jeunes à Djon. C'était pas facile. C'est le jour où j'ai lancé mon premier album, ça, dans le temps. L'ANSP est là, il m'accompagne financièrement, il m'accompagne aussi du côté des conseils. Akémis, viens, je vais te voir. Donc je vais voir papa me donne des conseils. Voilà, fais telle chose, on ne le fait pas en musique, on fait telle chose. Bon, ANSP, il est tout pour moi. Il est tout, c'est comme mon papa. ANSP, c'est mon deuxième papa de cette terre. D'accord. Ouais, D'accord. Pourquoi avez-vous choisi d'évoluer dans un style tradit moderne? Oui, parce que je suis né dans un milieu où l'éducation me force à chanter aussi l'éducation. Voilà, à travers mes morceaux, je parle dans mes morceaux, je ne chante pas pour danser seulement ou bien pour faire donner de la mélodie. Parce que, exemple, le morceau qui passe, Ndia bodo akwete nandu, ene amolonche nazon telele, yemanja gizi homende non bebo amlomadoi ho nazwazan. Déjà ça veut dire que je ne veux pas la richesse satanique, le gain facile. Je vais travailler, je vais en posséder par la grâce de Dieu. Donc, à travers mes morceaux, j'enseigne. Donc j'enseigne, ça me pousse à chanter l'éducation, surtout la jeunesse. Je chante pour la génération d'autant, la génération d'aujourd'hui et la génération à venir. D'accord. Gantiero, donc voilà. C'est lancé en 2016, c'est le premier album. Il est composé de combien de titres? De 5 titres, dans le temps c'était 5 titres. Et quel était le titre préféré? Le titre phare c'est Gantiero. Oui, le titre phare c'est Gantiero. Qui parle de quoi? Mon heure sonnée. Il s'agit de l'heure de Akémix ou... Mon heure. Fidèle lembona iyo, ndona i filo dans dide e manjari rogbe, ma ugbe no namba wije. Yawe no jiro aux enfants, nous tuer dans les enfants de Kanhoe. D'accord. Ogali wa nu boy hoso wa imedo khogudo nu mi manton. E jezo no ala hoso e jezo na do dido eyon wi banu meyon do gbe fido akwe do meyon wu ren vedo mero gbe me fi. D'accord. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui me va attends ça qui met ça, il a de l'argent hein. Ouais. C'est mieux que celui qui me va celui-là c'est un faux rien. Oui, voilà, il y a la différence. D'accord. C'est deux choses différentes. D'accord. Et puis 2 ans après, vous avez signé Amitié Plus. C'était en 2018. Globalement, quels sont les messages que vous passez à travers Amitié Plus pour dire que dans tout ce que nous faisons sur cette terre, ici-bas, il faut de l'amour. Que ça soit en couple, que ça soit au boulot, dans nos parcours, il faut d'abord l'amour. Parce que quand il n'y a pas l'amour, tout est forcé. Supposons que j'ai de l'argent, ceux qui m'entourent ne m'aiment pas. Moi-même, je n'aime pas les gens qui m'entourent. Les gens ne parlent pas. Bon, tous ceux qui m'entourent ne font que parler mal de moi. L'argent, on dirait c'est l'argent sale, ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, l'amour. Il faut dire Amitié Plus. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez accompli votre mission? Ouais. C'est le 3e album. C'est le 3e album, mission accomplie. Est-ce que vous avez accompli la mission? Oui, mission accomplie parce que je sais où mettre pied dans ma famille, où ne pas mettre pied, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler, quoi dire, quoi ne faut pas dire en famille. C'est ça qui a fait le titre de l'album Mission accomplie. L'album a-t-il connu le succès comme vous le... Oui, ça n'a pas été facile. J'ai fait un style tradit moderne qui disait Nkono to vi me boyon do yeton. Ma sona do ho menu mende. Nkono no vi me boyon do yeton. Ma sona do ho menu mende. Voilà. Ça veut dire quoi? Je sais. Qu'est-ce que je vais dire en famille? Oui. Qu'est-ce que je ne vais pas dire? Ou mettre pied ou ne pas mettre pied? Ils m'ont appris à tout connaître. D'accord. Et puis Amlonche, c'est la vidéo. Voilà. C'est la vidéo qu'on a suivie. C'est le 4e album. Oui. Vous arrivez donc à enchaîner les albums malgré les difficultés, malgré l'auto-production. Aujourd'hui, quel est votre objectif? Mon objectif, c'est de faire... C'est de me faire... Le nom d'abord m'intéresse beaucoup. Je veux que tout le Bénin connaisse Akémis. Voilà. Que les promoteurs, les animateurs radio télé, on parle de Akémis. Je veux d'abord que le nom soit un grand format, voilà, comme le dit l'émission. Oui. Voilà. Et à part ça, je pense que les autres vont venir petit à petit. D'accord. Mais pour le moment, c'est la promotion et le nom qui m'intéresse. D'accord. En dehors de ces albums, vous avez également d'autres singles. Oui, j'ai beaucoup de singles. Également. Il y a Benyon, il y a Fado Numbo.
il y a Akoro, il y a Ovi, il y a beaucoup de singles sur YouTube. Déjà que sur YouTube, vous tapez Akemis, voilà, vous aurez tout. Et le morceau qui est sorti tout récemment avec Todos, c'est La Vigilance. Voilà, c'est ça qui fait le tour de la toile actuellement. Amnontier, c'est quoi? Amnontier, mon sommeil. Vous êtes... Mon sommeil, vous dormez ou... Je préfère avoir de l'argent, je préfère être riche paisiblement que d'être riche satanique. Voilà. D'accord. Alors, quand on a, on va dire, plus de 5 ans, de carrière musicale, quand on a 4 albums, quand on a des singles, aujourd'hui, est-ce qu'on est fier de son parcours? Oui, je suis fier de mon parcours. C'est vrai que ce n'est pas encore le résultat que je veux, mais je suis fier de mon parcours. Et parce que d'autres personnes peuvent déjà faire 2 ans, d'autres ont fait 2 à 3 ans et puis l'étoile s'est éteinte, on n'a plus l'argent d'aller au studio ou bien on n'a plus l'inspiration. Peut-être qu'il y a l'argent mais il n'y a pas l'inspiration. Mais au jour le jour, il y a l'inspiration. Je remercie Dieu quand même et aussi le génie Aziza qui donne. C'est pas facile. Il y a beaucoup de tubes à la cuisine. Oui, d'accord. Et puis le dernier morceau, on en parlait justement, qui est sorti le 13 avril 2000. C'est un feat réalisé avec Etodos sur le titre La Vigilance. Pourquoi La Vigilance? La vigilance pour dire qu'il faut être très vigilant. Pourquoi? Parce que déjà vous commencez à progresser. Ceux qui n'avaient pas l'opportunité, je vous dis bonsoir, ils vont vouloir le dire. Mais quand ils vont vouloir le dire, vous-même déjà que celui-là ne me saluait pas, aujourd'hui il m'a salué, vous donnez paisiblement, gratuitement, cette personne peut facilement vous faire du mal. C'est ce qu'il veut souligner le titre. Et aussi, quand on évolue, peut-être que tu n'es pas voleur, celui qui veut te saboter, te donner un handicap, peut venir dire il est voleur. Ah non, il cherche femme d'autrui. Parce que c'est l'étoile que il cherche depuis des années qui n'arrive pas à avoir l'étoile. Ben ça ne va pas de son côté. Donc il faut être vigilant. Il faut être très vigilant même, très vigilant. D'accord. Parlez-nous maintenant de cette collaboration avec... la collaboration avec Todos, c'était une longue collaboration. Normalement, c'est un projet qui devait être fait en 2021. Okay. Donc à l'entame du projet, j'ai perdu maman, paix à son âme. Gono, Célestine, voilà, Ripara, Ipi. Donc, juste à quelques semaines du projet, de l'annonce du projet, j'ai perdu maman. Après les obsèques de maman, bon, je me suis resté tranquille d'abord, j'ai réfléchi, j'ai analysé les choses, bon, et paf, j'ai recontacté Todos. C'est un ami que, voilà, je lui fais aussi big up, il ne m'a jamais minimisé parce qu'il me connaissait depuis mon mentor quand j'étais à papa chez Diakoni, parce que c'est Diakoni mon mentor. Donc on se connaissait depuis 2013-2014 comme ça. Donc il m'a jamais fait d'eau et tout d'os, il me donne aussi des conseils. Et c'est bien, c'est super de sa part comme un grand frère dans le domaine. D'accord. Et puis en 2023, vous avez été meilleur artiste musique de variété de l'année. Également, vous avez reçu le trophée de reconnaissance des talents de l'OME et du plateau. Ça fait quoi quand on reçoit ces distinctions, quand on reconnaît donc le travail que vous faites? Ça fait quoi? Ça me fait un grand plaisir et ça me donne le courage. Ça me donne le courage, la force quoi, ça me fait un de plus, vous voyez un peu, parce que ce que je ne m'y attendais pas à être le lauréat, je ne m'y attendais pas à ça, j'entendais on dit tel artiste est nominé, nomination, je n'ai jamais été nominé, mais quand ça avait commencé, c'était d'abord la 14e édition des fêtes de Wemerwe. Après la fête, le collaborateur et ses organisateurs, ils ont pu sélectionner des artistes qui ont rehaussé l'image de la fête, qui ont chanté. Moi, je ne savais pas que moi, je chantais, je faisais l'animation. Je ne savais pas qu'il y avait un staff là qui notait les choses, quoi. Donc, après, ils nous ont appelés, j'ai été nominé. On m'a donné le trophée, l'attestation de distinction. Juste quelques mois après, voilà, la reconnaissance des talents de l'OME du plateau, je suis nominé aussi. Et ça a commencé. D'accord. J'ai été là-bas, j'ai eu le trophée. Ce que j'ai venu, j'ai contacté quelqu'un là-bas, voilà, on a lancé les javelots, les choses ont commencé, on a eu à faire deux tranches de vote. À la finale, je suis encore le premier. Ça m'a vraiment étonné. C'est le génie Aziza, vraiment. Ça m'a étonné. Alors, après La Vigilance, vous êtes en train de préparer un autre
Album qui va sortir probablement d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Actuellement, où en êtes-vous? L'album, l'audio c'est presque fini. L'album audio c'est presque prêt. Je dois faire 2 clips vidéo. Parce que je vais faire double lancement. Je fais le lancement audio à part et le lancement vidéo. Donc, j'ai déjà 2 clips en cours de tournage. L'album audio, ça, on n'en parle plus. C'est déjà OK. Le studio est là, tout est OK. Donc, la vidéo, je suis en train d'arranger les choses à ma manière et aussi voir avec mon staff. On va finir, en tout cas, avant décembre. Est-ce que vous ne prévoyez pas aussi d'autres collaborations pour mieux faire connaître Akemix? J'ai même déjà 2 collaborations en cours. Je ne vais pas appeler le nom des artistes, ça vient. D'accord. C'est de très belles surprises, ça vient. D'accord. Quels sont d'autres projets que vous préparez pour vos fans? À part l'album, il y a la collaboration aussi. Et puis les 2 vidéos. Les 2 vidéos. Bon, vous avez des clips ou des morceaux qui sont en audio, hein? Oui. À quand la vidéo également? Voilà, la vidéo de Abenyongu. Abenyongu, ça vient, c'est ça d'abord. La première vidéo en cours de tournage. Et après ça, il y aura Afado Numbo. Afado dit la vérité. Après Afado Numbo, je vais essayer de faire le tournage avec la vigilance, le morceau que j'ai fait avec Todos, voilà. On va essayer de tourner ça aussi. D'accord. On va finir notre entretien et puis on va reprendre une chanson de votre choix. Oui. On y va. Qu'est-ce que vous préférez, Amlontier ou quoi? Abenyongu, c'est oui, allez-y. Ouya domitan yansi ton chobo in holo non. Abenyongu. Azontieli tanze ganji chobo bolo holo non. Abenyongu nukike. Kuchelinto nse gandi chobo gonu make Abenyongu uya domi tan yon si ton chobo in holo no Abenyongu nu kike me re to me honu mi bo nti huye ma inu we nwedo oyen ton ma in hode e ko de go e na mo e ton don avo e je ha me manon randa khime me wa ka hawe bo hakpo bodo ndani bo khofui Maïnou Hosu Bedeo, et Peubo a ganri Home Oton, et Mara Seto Eton, Tihui Bokmonde, Pena Bolodo. Akemix en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. On va dire bonne chance à vous. Merci beaucoup. Et bon vent, beaucoup de courage. En tout cas, nous aimons ce que vous faites. Très bonne journée à vous. Super, merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 19 mai 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Azor-Woulissé, c'est à Adjo. Merci de votre fidélité au programme de Kalantro à Bénin. Bonne fête de Pentecôte à toute la communauté chrétienne. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.